Bienvenue à tous pour cette présentation. Cette présentation, du coup, l'idée sera d'étudier un peu comment surmonter les obstacles liés à l'enseignement de la danse en EPS au primaire, à travers notamment une ingénierie didactique qu'on a menée en Suisse romande dans le cadre du coup de ma thèse de doctorat. Pour contextualiser rapidement pourquoi on en est arrivé à cette construction de séquences didactiques, mon sujet de thèse porte sur la fiabilité de l'évaluation par les pairs, ce qui m'a amené à caractériser l'évaluation par les pairs et dans la littérature, enfin voilà, l'idée c'était de la considérer comme compétence. Or, ça a été montré que quelle que soit la compétence, ben voilà, l'idée d'innéisme et de transversalité aujourd'hui est passablement remise en question et que du coup, ça nécessite à la fois un apprentissage non seulement en tant que tel, mais comme le monde devait l'être dans une perspective de quête de sens, à la fois qu'est-ce que c'est évaluer, mais aussi qu'est-ce que j'évalue et pourquoi je l'évalue, et pourquoi est-ce que l'élève est impliqué dans ce processus. Et comme l'a montré Jacques Maire il y a très longtemps, les processus d'auto-évaluation et d'évaluation par les pairs ne sont pas seulement liés à la discipline ni à l'activité qui serait par exemple, en l'occurrence la danse, mais vraiment spécifique au contenu d'apprentissage. Sinon, ça m'aurait effectivement arrangé de dire aux enseignants, vous faites un cycle de danse et puis j'évalue, je regarde la fiabilité de l'évaluation par les pairs, mais celle-ci est différenciée selon le contenu d'apprentissage, ce qui nous a donc amené à devoir construire une séquence didactique qui pouvait assurer la comparabilité des données dans le cadre de ma thèse. Ceci dit, du coup, en passant, ça implique aussi un certain impact sur les résultats que je vais présenter, puisque les résultats que je propose de l'ingénierie didactique sont des résultats un peu intégrés à mes autres résultats, mais n'ont pas fait l'objet d'une analyse encore approfondie. Voilà, donc voilà, faudra prendre les résultats avec une certaine pincette. Pourquoi le choix de la danse dans le cadre de cette étude? Très rapidement, on voit que la danse, c'est quand même rarement enseigné à l'école, que ce soit au secondaire comme au primaire, encore moins au primaire. On voit aussi parmi les raisons que de ce faible enseignement, enfin faible occurrence d'enseignement, plusieurs raisons, notamment on ne sait pas si c'est de la responsabilité des profs de musique, des profs généralistes, des profs d'art théâtral, etc. C'est une sorte de confusion autour de qui doit enseigner la danse, mais aussi d'un point de vue un peu plus didactique, eh ben, on a aussi cette idée que la danse ne peut pas s'évaluer. Parce que soit certains disent comme quoi il faudrait une multitude de critères pour que ce soit très très objectif et du coup on rentre dans une évaluation très techniciste de la danse, ou alors on prend en compte le ressenti, est-ce que c'était waouh, et à ce moment-là on occulte toute objectivation juste parce que c'est comme ça culturellement que ça se fait, soit j'ai aimé, soit j'ai pas aimé. Alors cette dichotomie évidemment elle est largement dépassée et nous on la considère non pas comme des choses qui s'opposent, mais qui peuvent se combiner, et je vais les présenter ultérieurement. La troisième chose, c'est que, à part, si on commence à prendre le ressenti et la dimension sensible, il y a nécessairement une dimension subjective liée à l'enseignement de toute activité artistique, que ce soit en danse, en EPS, mais aussi en musique ou tous les autres arts enseignés à l'école. Et ça, voilà, c'est inhérent à toute activité artistique enseignée à l'école, comme le montrent Isabelle Méli et René Recamier. Rentrons donc, dans le vif du sujet. L'ingénierie didactique, les 4 phases, bref rappel. Nous, on va surtout se concentrer sur du coup, les analyses préalables et en quoi ces analyses préalables, et notamment les 3 dimensions épistémologiques, cognitives et didactiques, ont eu un impact sur la conception de la séquence, à savoir que cette séquence a été conçue en croisant 2 regards, un regard didactique qui s'appuie effectivement sur les dimensions observées dans la littérature et les contraintes didactiques de l'école, le plan d'études et tout ça, et un regard expert, puisque j'ai collaboré avec une experte de danse contemporaine, c'est son métier depuis 20 ans de faire des chorégraphies, d'enseigner dans des milieux associatifs et professionnels.
L'expérimentation, pareil, très brièvement, ça s'est passé dans 6 classes du primaire, dans 2 cantons différents qui ont donc des modalités d'évaluation et d'enseignement un petit peu différentes, notamment certains spécialistes ou généralistes qui enseignent. Je ne ferai pas la distinction dans les résultats, mais n'hésitez pas à poser la question si certains résultats relèvent plutôt d'observation chez des généralistes ou des spécialistes, si vous avez besoin de cette information-là. Chaque séance a été filmée, c'était une séquence de 6 séances et il y a eu des entretiens. Et là, les quelques analyses qu'on verra après, c'est vraiment très, pas superficiel, mais en tout cas très préliminaire. Donc la dimension épistémologique se caractérise par l'identification des caractéristiques du savoir en jeu et par rapport à la danse, ce qu'on observe comme obstacle, c'est est-ce qu'on peut parler vraiment d'une danse contemporaine. Le premier chapitre de Faure fait un petit historique rapide de toute l'évolution des courants de danse contemporaine. Donc dire qu'on enseigne la danse contemporaine, c'est déjà pas un non-sens, mais c'est forcément trop vague. Il faut forcément faire un choix d'un style de danse. Est-ce qu'on est dans l'expressionnisme, dans le postmodernisme, modernisme allemand, etc. Tout ça. Nous, on a fait le choix dans ce contexte de plutôt partir dans une conception minimaliste en prenant l'œuvre de Rosas, de Anne-Theresa Kersmaker, que la communauté belge doit bien connaître. Et le but de cette séquence, c'était non pas de partir de zéro et de créer, mais plutôt de transformer ces enchaînements pour concentrer les efforts sur comment, à partir des enchaînements, susciter l'intérêt des spectateurs, en l'occurrence les élèves. Un autre obstacle qui est identifié quand on construit un projet de danse contemporaine, c'est à quelle didactique on se réfère. Est-ce que c'est la didactique des arts, la didactique de l'EPS, ou est-ce que, comme le propose Félix, il faudrait créer une didactique de la danse spécifique avec ses propres enjeux. Choisir de partir dans l'un ou dans l'autre va avoir des conséquences épistémologiques assez importante puisque voilà, l'idée de didactique générale est aujourd'hui en tout cas passablement discutée, on est plutôt dans des didactiques disciplinaires. Nous, on a décidé de plutôt s'orienter sur une didactique de l'éducation physique en intégrant certaines choses inhérentes à la danse en tant qu'art. Et c'est pour ça qu'on est parti sur un projet où c'est pas juste créer une chorégraphie qui crée un effet, mais on change de conception et c'est bien la seule, comment dire, la nuance principale entre les activités physiques et sportives et les activités artistiques, donc des APSA. C'est-à-dire que dans toutes les activités physiques et sportives, on est dans une motricité effective. Donc le but, c'est de savoir dribbler pour avancer, de savoir tirer pour marquer. Et donc la motricité va avoir un certain but final à accomplir, alors que dans la danse, on est dans une motricité expressive et la motricité en elle-même est la finalité de l'enseignement. Et ça demande tout un changement de conceptualisation de l'enseignement de l'éducation physique, de considérer cette motricité comme finalité. Le troisième obstacle identifié, c'est est-ce qu'on construit une chorégraphie ou est-ce qu'on crée une œuvre chorégraphique? Et c'est là que je parlais de la didactique des arts, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère que les élèves construisent une œuvre chorégraphique, est-ce que, sans aller dans les détails de la notion d'œuvre ontologique, historique, etc., en tout cas, nous, ce qu'on a voulu cibler, et le schéma en haut à droite le représente, c'est qu'il y a toute œuvre n'existe que par la rencontre entre une intention et une réception. Et finalement, les danseurs ont pour rôle d'interpréter ce qui est de l'ordre de l'intention du chorégraphe, de sorte à ce que ce soit réceptionné correctement d'un point de vue du spectateur. Mais on voit déjà que si les danseurs interprètent, il faut forcément qu'il y ait une intention et il faut qu'il y ait une réception. Et donc l'enseignement ne peut pas porter que sur la danse, sinon on crée une chorégraphie, mais on ne crée pas une œuvre. Et donc il y a tout un enseignement autour du rôle de chorégraphe pour créer une intention et autour du rôle de spectateur pour créer une réception correcte, puisque c'est dans cette réception que va s'effectuer notamment l'évaluation par les pairs. Les résultats qui en ressortent, on voit par exemple qu'on était axé sur quelque chose où il fallait orienter sur le développement de l'intérêt
et donc sur cette idée d'interprétation. Et on observe de façon assez générale un glissement de l'intérêt vers l'originalité qu'on peut assez assimiler à l'effet topaz, puisqu'en fait les enseignants ont tendance à dire est-ce que ça vous a plu, au lieu de dire quel intérêt ça vous a suscité, et tout de suite après, ils disent est-ce que c'était original. Et là, du coup, on n'est pas du tout sur les mêmes aspects affectifs, cognitifs, puisqu'il y en a un qui est plus dans le jugement, l'autre plutôt dans le ressenti, l'autre plutôt dans la description. Et selon l'usage qu'on va avoir de la finalité de la chorégraphie, tout le cycle et tout le projet, finalement, est mis un peu en branle. Et du coup, cet effet topaz, il n'est pas seulement topaz dans la mesure où il donne accès à la solution, mais en plus, c'est un effet topaz qui est faussé, puisqu'il est il n'est pas en adéquation avec l'objectif final. D'un point de vue de la motricité expressive, le but, c'était de rentrer dans des déterminants descriptifs de cette motricité par rapport à l'accompagnement du regard, par rapport à l'amplitude des gestes et donner un certain nombre de descriptions. Et il se trouve qu'en fait, il y a aussi un glissement vers ce que j'aime appeler le syndrome de la carotte, parce qu'un des enseignants que j'observais qui disait ça, il disait, moi, je ne peux pas demander à mes élèves de se prononcer sur l'intérêt, puisque c'est comme les carottes, j'aime ou j'aime pas, et on ne peut pas me faire aimer si j'aime pas les carottes. Donc voilà, là, il y a aussi une sorte de glissement, et on voit que déjà, sur les finalités de la séquence, il y a des transformations qui s'opèrent, et on a beau vouloir surmonter les obstacles, la séquence ne suffit pas à surmonter les obstacles, puisque ces obstacles reviennent un peu en arrière, ou en tout cas sont transformés par les enseignants. On en discutera un petit peu là. Et concernant le statut d'œuvre, on observe que le rôle et le statut du chorégraphe est passablement ambigu. Je vais passer assez vite sur les dimensions cognitives, parce que je vois que le temps avance. Notamment dans la littérature, on voit que la danse a une connotation féminine et qu'on a des comportements sociaux renforcés. Les garçons ont plutôt des mouvements virils et les filles plutôt des mouvements féminisés. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a opéré une première transformation qui soit un peu plus neutre, moins féminisée, puisque ceux qui connaissent l'œuvre de Rosas savent que les mouvements sont un peu féminisés à certains moments d'enchaînement. On observe une certaine mise en danger de l'enseignant. Les enseignants n'osent pas enseigner la danse parce qu'ils ont peur de mettre leur corps en situation de danse et de se soumettre au regard de leurs élèves. Donc là, nous, ce qu'on a fait, c'est que vu qu'ils devaient finalement juste faire apprendre des enchaînements, ça limitait ce danger, il n'y avait que ça, entre guillemets, à danser. Et puis, en termes de dimension cognitive, il y a aussi ce qu'il y a le primat de l'œil de Maquignon, c'est-à-dire qu'on observe et puis on réagit juste par rapport à ce qu'on observe, et c'est un regard expert d'expérience, ou est-ce que c'est que de la technique? Et là, c'est pour ça que nous, du coup, on implique les élèves dans l'évaluation. Donc effectivement, les comportements genrés, ils sont observés. Les élèves transforment les enchaînements de façon assez caractéristique. Les garçons vont plutôt avoir des références à des sports de combat ou ce genre de choses, alors que les filles plutôt à des mouvements gymniques, ou alors à des déhanchés ou un mouvement du bassin que les garçons n'osent pas. Concernant la mise en danger, on voit qu'effectivement les enseignants ont du plaisir à l'enseigner et ne ressentent pas cette mise en danger. Et puis, par contre, on observe vraiment une ambiguïté de la place. Et je ne parle pas vraiment de la place laissée aux élèves, mais la place réelle dans le processus d'évaluation. C'est-à-dire qu'en fait, les élèves sont vraiment des observateurs et rarement mis dans une démarche d'évaluation, à savoir de traitement et de prononciation sur les observations qu'ils font. Et ça, c'est un peu dommage. Et ça nécessite des analyses un peu plus approfondies sur cette place laissée aux élèves. La dimension didactique s'intéresse plutôt au fonctionnement du système d'enseignement. Alors là, du coup, je vais m'appuyer sur le plan d'études roman. Le plan d'études roman est formulé selon une approche par compétences, mais la colonne des progressions des apprentissages, en tout cas en danse, fait plutôt référence à des techniques de danse, l'apprentissage de pas, alors que les attentes fondamentales en fin de cycle sont plutôt de l'ordre de la création, créer une chorégraphie en gros. Donc déjà, il y a un peu pas des contradictions, mais des problèmes pour se positionner et créer un projet en danse. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même tenu compte de ces trois dimensions, à savoir que du coup, pour l'approche par compétences, on considère que du coup, les élèves vont apprendre non pas d'abord des pas et ensuite la chorégraphie, mais
partir de la chorégraphie et des enchaînements qu'ils ont déjà appris, et c'est qu'à partir des représentations et transformations successives que l'apprentissage va s'opérer, et non selon une mécanique behavioriste de step by step. D'un point de vue technique, du coup, justement, on a cette application, non pas seulement cette application technique, mais une transformation technique. Donc, il y a quand même des pas à apprendre à transformer. Et puis, d'un point de vue de la création, il y a quand même, du fait de la transformation et du réaménagement des pas, l'intérêt l'objectif de créer un intérêt, non pas seulement à partir de ce qui se passe, mais aussi à partir de repères compositionnels qui figurent dans les critères d'évaluation. Donc là, au niveau des résultats, ce qu'on observe, c'est dans un cas en tout cas, des élèves qui disent à la troisième ou quatrième séquence, de troisième séance, qui disent mais finalement, monsieur, quand est-ce qu'on danse? Et ça m'a vraiment fait écho à ce que j'ai lu dans l'ouvrage de Plaisir en EPS et cette idée fondamentale que chaque activité doit garder l'enjeu du jeu. Et là, on voit que des fois, cet enjeu, il est perdu au détriment d'un apprentissage technique ou de développement de créativité, etc. D'un point de vue technique, on voit Guisgan, il propose deux formes d'interprétation, à la fois spectaculaires, mais aussi dans la finesse de l'interprétation et dans des dimensions beaucoup plus esthétiques et moins dans l'exploit. Et ce qu'on observe, c'est qu'on a plutôt souvent le glissement vers cette première dimension. Les transformations des gestes, enfin des enchaînements, vont plutôt tendre vers le show et à essayer de faire des transformations impressionnantes pour montrer qu'on sait faire une roue, qu'on sait faire un geste technique très difficile, et ce qui fait à la fois pas avancer la création de la chorégraphie, mais aussi qui occulte toute une dimension de la transformation. Et puis, concernant la dernière dimension, dernier obstacle, on observe qu'il y a vraiment un problème du détachement du statut d'élève. On attend dans cette séquence que les élèves soient capables de se détacher de leur rôle d'élève en se disant « je suis élève et j'observe un autre élève », mais de passer dans un statut de chorégraphe qui observe un danseur avec une certaine rigueur et un certain discours et une certaine prise de recul. Et on observe dans le cas d'un des enseignants, un élève qui à un moment dit « moi je ne veux pas me prononcer sur l'intérêt que ça a suscité, j'ai peur de donner mon avis, de blesser quelqu'un d'autre, etc. » Il n'y a qu'un seul élève qui le verbalise, mais on voit que c'est un peu latent, souvent dans certaines observations, ce détachement qui est très difficile à opérer. Finalement, quelle ouverture par rapport à ces résultats? On sait que les transformations, lors de la transposition didactique interne, je vous ai mis le schéma pour rappel, c'est la transposition qui s'opère entre la séquence que nous on a formalisée et ce qui est effectivement enseigné et appris. Elle est inhérente finalement au processus d'ingénierie didactique. Artigue et Perrin-Glorian l'ont montré en 91, et nombre d'ouvrages ont constaté de nouveau des transformations au niveau de l'ingénierie didactique, du fait même que ce ne soit pas sous forme de laboratoire. Et nous, on est dans une ingénierie didactique de second degré. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe finalement dans ces transformations? Nous, on va s'intéresser plutôt à l'analyse des pratiques d'enseignement, c'est-à-dire en se basant sur le modèle de l'action conjointe en didactique. Qu'est-ce qui se passe dans l'interaction et dans la dévolution, l'institutionnalisation de tous les enjeux et les objets de savoir. La deuxième chose, c'est considérer un peu les spécificités de la classe. Est-ce qu'on prend en compte la microculture de classe, comme ça a été évoqué ce matin? Et enfin, la dernière chose qui nous permettra de comprendre ces transformations, du coup vraiment in situ, c'est comprendre non pas seulement à propos des objets de savoir ou des spécificités de la classe, mais la co-construction de sens. Et là, l'appel à l'intersubjectivité est très importante, puisque finalement la fiabilité des observations ne porte pas sur des critères institutionnels, mais vraiment en référence à ce qui a effectivement été construit dans l'interaction au moment des périodes d'institutionnalisation entre l'enseignant et ses élèves.